Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Who Got Next. Comme vous le savez, pas de match d'Euroleague jusqu'au Final Six. De ce fait, on part du côté des États-Unis pour l'intégralité du mois de mars, où on va parler basket universitaire, et ça commence dès aujourd'hui avec le top 10 des joueuses à suivre durant la March Madness. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à me commenter quelle joueuse vous attendez le plus durant cette March Madness. Avant de démarrer ce top 10, je tenais tout de même à vous faire un petit point sur les critères que j'ai utilisés pour sélectionner les joueuses. Tout d'abord, et forcément, le niveau individuel de la joueuse, mais aussi le niveau collectif de son équipe cette saison. Aussi, j'ai pris en compte les enjeux de cette March Madness pour les joueuses, puisque pour certaines, c'est leur dernière chance d'accéder au titre final, et pour d'autres, c'est l'occasion parfaite de faire remonter sa valeur en vue d'une possible draft dans un mois. Attention tout de même, et je préfère vous prévenir, il y a forcément une part de subjectivité dans ce top 10. On commence donc à la 10e place avec une joueuse de South Carolina et c'est Chloé Kitts que j'ai choisi. Et c'est un choix qui peut faire parler étant donné que la saison statistique de Chloé n'est pas incroyable. 10 points, 8 rebonds, 2 assists pour la joueuse. Cependant, je voulais tout de même la mettre en avant, tout d'abord pour avoir une représentante de South Carolina faisant partie des favorites pour le titre final, mais aussi et surtout pour l'importance qu'elle va avoir dans cette équipe durant la March Madness. Ces dernières années, South Carolina a pu aller très loin dans le tournoi en s'appuyant notamment sur un très fort secteur intérieur. Il y a 2 ans, c'était Ali à Boston, l'an dernier Camilla Cardozo, mais cette année, le secteur intérieur de South Carolina est bien plus réduit. Et même si Chloé Kitts est une poste 4 plus qu'une poste 5, c'est une joueuse très intelligente qui est capable de combler les déficits de cette équipe de South Carolina. Et ça s'est notamment vu ces dernières semaines, puisque c'est elle qui a été élue MVP du tournoi de la SEC, tournoi que South Carolina a gagné en battant Texas en finale. Durant ces 3 matchs, elle tourne d'ailleurs à environ 17 points, 8 rebonds et 3 assists par match, en tirant à plus de 65%. Alors oui, il y a des joueuses sûrement plus talentueuses qu'elle dans cet effectif individuellement parlant. On pense notamment à Joyce Edwards ou même à Tiina Paopao qui va être draftée le mois prochain. Mais dans cet effectif un petit peu dépourvu à l'intérieur, elle va avoir un énorme boulot à faire. Et si South Carolina veut aller loin dans le tournoi, il va falloir que Chloé Kitts soit vraiment très forte et qu'elle continue sur sa lancée des dernières semaines. C'est une joueuse qui est vraiment dure au mal, qui n'hésite pas à aller au combat, qui se jette sur tous les ballons, mais qui a malgré tout de bonnes mains et des bonnes qualités de finition. Elle a énormément progressé cette année, elle a d'ailleurs battu tous ses records statistiques cette saison, ayant même enregistré un triple-double il y a quelques semaines. Donc comme je le disais, il y a sûrement des joueuses plus fun à regarder dans cet effectif de South Carolina. J'aurais pu citer Tessa Johnson par exemple, qui fait une excellente March Madness l'année dernière et qui est capable de très gros cartons offensifs, mais c'est une joueuse dont je suis un peu moins fan et qui montre aussi beaucoup ses limites. Et c'est donc pour ça qu'en 10e position, c'est Chloé Kitts. On passe en numéro 9 et c'est une joueuse dont vous avez sûrement déjà entendu parler en prévision de la prochaine draft. Je parle ici d'Olivia Miles, la joueuse de Notre-Dame, qui fait une très belle saison et qui a vu sa cote grimper en flèche pour la draft WNBA. Avec 16 points, 6 rebonds, 6 passes de moyenne cette saison, elle a été vraiment complète et a énormément progressé sur son tir, car pour ceux qui connaissent un petit peu la joueuse, ça n'a jamais été son point fort, mais cette saison, elle a vraiment explosé dans ce secteur-là. Attention tout de même, puisqu'il y a eu une énorme surchauffe en début de saison où elle tirait à quasiment 50% derrière la ligne à 3 points, et depuis, on est rentré dans le rang avec environ 30% de réussite. Il ne faut donc pas s'enflammer quant à sa capacité à écarter le jeu. Ce n'est toujours pas une de ses forces premières, mais c'est une joueuse qu'on est maintenant obligé de respecter quand elle a le ballon derrière la ligne à 3 points. Et certains d'entre vous s'interrogent peut-être sur le fait qu'elle soit si basse dans le top 10, et c'est finalement pour une raison assez simple. Déjà, ce n'est pas la première option de son équipe, et c'est aussi une joueuse qui a finalement assez peu d'attentes sur elle durant cette March Madness. En effet, Notre-Dame sort d'une excellente saison, portée par une autre joueuse dont on parlera sûrement un petit peu plus tard, mais j'ai encore du mal à les voir aller au bout dans cette course au titre durant la March Madness. Car même s'il y a de très belles victoires cette année contre des concurrents directs au titre, il y a aussi des défaites qui font tâche, dont celle contre Duke durant le tournoi de la ACC, car Lawson, la coach de Duke, a totalement fait déjouer Notre-Dame avec une vraie assise défensive, et sur jeu placé, ça a été très compliqué pour l'équipe d'Olivia Miles de développer quelque chose. Et c'est là une de ses principales faiblesses, en particulier pour la joueuse,
c'est que sur jeu placé, ce n'est pas encore une menace, et on s'en remet souvent à Ana Hidalgo pour créer quelque chose. Aussi, Olivia Miles a raté la March Madness l'an dernier à cause d'une grosse blessure, et donc cette année, on ne sait pas trop à quoi s'attendre de sa part, mais pour son talent individuel et les possibilités de Notre-Dame d'aller au moins jusqu'à l'Elite 8, j'étais obligé de la faire figurer dans ce top 10. On passe au numéro 8 et on part du côté de la Louisiane. Et ça a été compliqué pour moi de sélectionner une joueuse dans cette équipe tant j'ai du mal à la regarder. Je vous avoue que c'est surtout à cause de la coach Voldemort. Et j'ai longtemps hésité entre deux joueuses de l'effectif, Anissa Moreau d'un côté et Flo J. Johnson. Et c'est finalement la deuxième que j'ai choisie pour cette huitième place. Flo J. Johnson qui sort d'une excellente saison avec quasiment 19 points, 6 rebonds et 2,5 passes de moyenne par match. C'est vraiment elle, la leader offensif de cette équipe d'LSU. Attention tout de même puisqu'elle s'est blessée assez récemment, mais elle devrait être opérationnelle pour la March Madness. Mais au-delà des stats, c'est surtout une joueuse qui dégage quelque chose, qui est très fun à regarder jouer et qui peut changer le cours d'un match à elle toute seule. Offensivement, c'est une joueuse qui est avant tout dans le drive, même si elle progresse d'année en année sur son tir à 3 points, avec un volume qui ne fait qu'augmenter. Mais c'est aussi et surtout une joueuse capable de provoquer beaucoup de fautes. Et même si elle a l'air assez filiforme, elle est très costaud sur les contacts, avec de très longs segments, ce qui l'aide à aller vers le cercle, mais qui l'aide surtout défensivement, puisque c'est une excellente défenseuse surjoueuse qui intercepte énormément de ballons. Et même si je vous avoue que je ne pense pas qu'LSU aille très loin dans cette March Madness cette année, elles sont quand même capables de faire des coups. On n'est jamais à l'abri d'une surprise pendant ce tournoi, mais si elles veulent avoir une chance d'aller loin, il faudra une excellente Flo J. Johnson pour cette équipe de Louisiane. C'est donc pour ça que j'ai choisi de la placer en numéro 8 de ce top 10. On enchaîne avec le numéro 7 et on part en direction de Connecticut puisque c'est la première joueuse de Yukon dont on va parler dans ce top. Et vous vous en doutez, c'est Paige. Non, je déconne. Non, Paige, elle est bien plus haut. On va donc parler en septième place de Sarah Strong, la freshman de Yukon, qui pour une première année en université nous sort une saison incroyable et où elle a déjà sa place parmi les meilleures joueuses de NCAA. Avec 16 points, plus de 8 rebonds, plus de 3 passes par match et plus de 2 interceptions, elle est vraiment ultra complète, capable de tout faire sur un terrain. C'est un véritable couteau suisse, capable de driver, de tirer à 3 points, de courir en contre-attaque. Elle est vraiment partout sur le terrain. Elle peut jouer des postes 2 à 5 sans aucun problème. Elle pourrait même jouer 1 pour dépanner si vraiment il y avait besoin. Mais vu le nombre d'extérieurs à Yukon, je pense que ça devrait aller. Et au-delà des stats, c'est vraiment l'impression visuelle qu'elle dégage cette année qui la place parmi les toutes meilleures. Car pour sa première année à ce niveau-là, elle a répondu à toutes les attentes qui étaient placées en elle. Et c'est pas une mince affaire, sachant le programme qu'est Yukon. Et pour vous donner une idée, son match le plus récent, c'est la finale du tournoi de la Big East, où elle termine avec 13 points, 11 rebonds, 4 passes, 6 interceptions et 3 contres. Rien que ça. Elle donne vraiment une impression de facilité quand elle est sur le terrain, où elle est le parfait complément de joueuses comme Paige Bueckers, et elle aura un rôle extrêmement important pour Yukon dans la quête du titre, en particulier car Gino Auriemma, le coach des Huskies, aime beaucoup jouer small ball avec Sarah en poste 5 et que ça peut poser problème face à des équipes beaucoup plus grandes. On pense notamment à UCLA ou à TCU et il faudra donc une très grande Sarah pour gagner ces matchs-là si elles arrivent, pour réussir à battre des équipes très physiques qu'elles vont pourquoi pas rencontrer durant ce tournoi. Et l'avantage qu'a Sarah Strong dans cette équipe, c'est que la pression ne sera pas sur elle, puisqu'il y a des joueuses beaucoup plus accomplies dans cette équipe qui auront énormément d'attentes sur elle, puisque c'est la dernière fois qu'elles pourront gagner le titre. En numéro 6, c'est une joueuse qui peut être un peu haute pour certains, ou même qui ne mériterait pas d'être dans le top 10 selon d'autres. Mais pour moi, elle a largement sa place et j'ai même hésité à la mettre un poil plus haut. Et j'ai donc décidé de mettre Hailey Van Lith en numéro 6 de ce top 10. La joueuse de TCU a retrouvé des couleurs dans sa nouvelle fac après une année catastrophique à LSU, en grande partie à cause de Voldemort et du système dessiné autour. Et ce changement lui a fait du bien puisqu'elle termine l'année avec 18 points, 4,4 rebonds et plus de 5 passes de moyenne, ce qui lui a permis de remporter la Big 12 avec TCU, mais également le tournoi et d'être élue meilleure joueuse dans les deux compétitions. Et c'est totalement mérité pour Hailey Van Lith, qui en est à sa 5e saison universitaire et qui avait vu sa cote chuter en flèche après une saison délicate en Louisiane. Et cette année, on a découvert une nouvelle Hailey Van Lith, notamment grâce au très bon travail de Mark Campbell, le coach de TCU, qui lui a donné les responsabilités et les clés de l'attaque et qui nous a permis de découvrir un talent de création
qu'on soupçonnait, mais qu'on n'avait pas encore vu chez Hailey. Car avec quasiment 6 passes de moyenne cette année, elle a explosé sa dernière marque qui datait de l'an dernier avec 3,6. Plus que les stats, elle a vraiment progressé dans ses lectures, arrivant beaucoup mieux à lire la défense et à trouver les coéquipières démarquées ou à aller finir au cercle. Et vous vous demandez sûrement pourquoi je l'ai choisi aussi haut dans ce top 10. Eh bien, il y a deux raisons. Et la première, c'est parce qu'elle est fun. Hailey Van Lith, c'est une joueuse qu'on adore voir jouer, qui n'a peur de rien et qui ira toujours au combat. Elle n'est d'ailleurs jamais aussi forte que dans les grands moments, et ça s'est vu notamment lors des Jeux Olympiques ou des compétitions 3-3 avec Team USA. Et la deuxième raison, c'est parce qu'elle a beaucoup de choses à prouver. Sa cote au niveau de la draft a énormément chuté après son année à LSU et elle n'est même pas annoncée au premier tour de la draft de cette saison. Et après une très belle saison régulière et un bon tournoi de la Big 12, on attend forcément TCU durant la March Madness, en particulier des grosses performances d'Ellie Van Lith. Personnellement, c'est une joueuse que j'adore, que je regarde jouer depuis des années, et ça me ferait extrêmement plaisir qu'elle arrive à prouver à tout le monde qu'elle est encore la joueuse qu'elle a toujours été et qu'elle arrive à faire remonter sa cote pour la draft dans un mois. C'est donc pour ça que j'ai choisi Hailey Van Lith en numéro 6. Et pour ce numéro 5, on retourne du côté de Connecticut, puisque c'est la deuxième joueuse de Yukon de ce top. Et c'est évidemment Paige Buck. Non, non, toujours pas, toujours pas. Paige, elle est encore un petit peu plus haut, va falloir attendre encore un peu. Et je vais évidemment parler de Azzi Fudd. Là aussi, un choix qui peut faire débat, puisque certains auraient sûrement préféré l'avoir un petit peu plus bas dans ce top. Surtout si on ne se fie qu'aux statistiques, puisque c'est la deuxième moins bonne marque au point de ce top 10, juste devant Chloé Kitts, avec 13 points par match, 2 rebonds et 1,6 passes par match. Sa production statistique est très loin des autres joueuses de ce top 10, mais c'est une joueuse qu'il faudra surveiller très fortement durant la March Madness. Car pour celles et ceux qui ne connaissent pas Azzi Fudd, c'est avant tout une shooteuse hors pair. Elle amène une toute autre dimension à cette équipe de Yukon et son retour en début de saison après avoir raté la saison dernière à cause d'une blessure au genou a fait énormément de bien à l'équipe. De par sa capacité à écarter le jeu, Azzi apporte vraiment du spacing à cette équipe de Yukon et surtout des lignes de drive pour des joueuses comme Sarah Strong ou Paige Buckers. Mais attention à ne pas la sous-estimer car Azzi ce n'est pas qu'une shooteuse, c'est une joueuse capable de driver qui est très forte pour absorber les contacts et qui est incroyablement intelligente. Et la grosse force d'Azzi, c'est que ce n'est pas seulement une joueuse qui fait les efforts offensivement, c'est aussi une excellente défenseuse. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le dernier match de Yukon lors de la finale de la Big East contre Creighton, où les joueuses adverses font sûrement encore des cauchemars de la pression défensive qu'elles ont subie. Son intelligence de placement, sa rapidité d'appui lui permettent d'être toujours à l'heure, même lorsqu'elle se retrouve vraiment à l'opposé sur des renversements. Et pour ceux qui se demandent encore pourquoi j'ai mis Azzi si haut, la première raison c'est certainement parce que c'est ma deuxième joueuse préférée en NCAA, mais ça ne fait pas tout, puisque les autres raisons sont plus sur les attentes qu'on a de Yukon et d'Azzi sur ce tournoi. En effet, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on ne sait toujours pas si Azzi rempile pour une année supplémentaire, puisqu'elle est encore éligible à un an à Yukon, ou si elle va décider de se présenter à la draft WNBA le mois prochain. C'est donc peut-être sa dernière chance de remporter le titre universitaire avant de sauter le pas et de rejoindre la Grande Ligue. Et au-delà de ça, une très bonne performance d'Azzi lors de la March Madness pourrait faire remonter sa cote, car en effet j'ai été dithyrambique à son sujet, mais ce n'est pas forcément le cas de beaucoup d'analystes de la WNBA. Car oui, aussi talentueuse soit-elle, Azzi a du mal à faire remonter sa cote après de très graves blessures au genou ces dernières années, et elle est souvent annoncée en fin de premier tour dans les mock drafts WNBA. Et pour moi, c'est une hérésie puisque c'est certainement le deuxième plus gros talent de cette draft, mais on peut entendre le scepticisme de certaines franchises qui ne veulent pas prendre de risques avec une joueuse qui est injury prone. Un très gros tournoi de sa part et le titre au final permettrait sûrement de faire taire certaines critiques et de faire remonter sa cote en vue de la prochaine draft. Et c'est donc pour toutes ces raisons que j'ai choisi de mettre Azzi en numéro 5 de ce top 10. On continue en place numéro 4 et on file du côté de la Californie, puisque j'ai décidé de mettre à cette place la joueuse qui est pour moi la meilleure joueuse universitaire cette saison, et c'est l'intérieur de UCLA, Lauren Betts. Une saison absolument incroyable de sa part qui a permis à UCLA de rester invaincu pendant une très grosse partie de la saison, avec quasiment 20 points, 10 rebonds, 3 passes et 3 blocs par match. Elle a vraiment été intenable des deux côtés du terrain et a mené son équipe de UCLA à une victoire lors du tournoi de la Big Ten
en finale contre USC, une équipe contre qui elle avait perdu 2 fois pendant la saison régulière. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai choisi de ne la placer que numéro 4, si pour moi elle est la meilleure joueuse de l'année. Tout d'abord, c'est parce que devant elle, on a 3 joueuses qui sont incroyables et qui sont, on ne va pas se mentir, bien plus fun à voir jouer que Lauren Betts. Car le plus gros problème avec Lauren Betts, il ne vient pas d'elle, il vient surtout du système de jeu. Et on l'a vu notamment lors du dernier match en finale de la Big Ten, puisqu'elle a été extrêmement mal utilisée en première mi-temps, ne recevant aucun ballon. Et la physionomie du match a d'ailleurs totalement changé en deuxième mi-temps, puisque USC menait très largement à la fin des 20 premières minutes, et en deuxième mi-temps, UCLA a décidé enfin de donner le ballon à Lauren Betts, et UCLA a pu remonter petit à petit pour s'imposer dans cette rencontre. Car pour ceux qui ne le sauraient pas, Lauren Betts, elle fait plus de 2 mètres et elle domine absolument tout le monde au niveau universitaire. Et pour sa troisième saison en NCAA, elle a explosé toutes ses stats en augmentant toutes les catégories statistiques de son jeu. Et je vous parlais de son utilisation, et c'est surtout pour ça qu'elle n'est que quatrième. C'est parce que je ne vois pas UCLA aller aussi loin que d'autres équipes dans le tournoi, de par ce manque de plan de jeu parfois, qui peut faire très mal dans un tournoi comme la March Madness. Les équipes adverses pendant le tournoi vont certainement essayer de l'abuser sur les pick and roll, ayant une mobilité bien moins importante que d'autres intérieurs de par sa taille. Attention par contre de l'autre côté du terrain, parce que quand Lauren Betts reçoit le ballon, bon courage pour l'arrêter. Car au-delà de sa taille et de son envergure, c'est une joueuse qui a d'excellents appuis, de très bonnes mains et qui est capable de finir proche du cercle, comme de s'écarter un petit peu à mi-distance. Elle a aussi une très bonne qualité de passe pour une joueuse de sa taille. En étant capable de lire les prises à deux et de faire les bons choix au bon moment, elle arrive à libérer le ballon pour ses coéquipières. On pense notamment à Kiki Rice ou à Gabriela Raquez, qui profitent énormément des espaces que crée Lauren Betts. Et c'est donc pour toutes ces raisons que j'ai décidé de la placer en numéro 4 de ce top 10. On arrive sur le podium et on reste du côté de la Californie, puisque c'est Juju Watkins qui occupe la troisième place de ce top 10. Après une saison freshman incroyable l'année dernière et une élimination à la March Madness contre Yukon, Juju Watkins a confirmé les attentes qui étaient placées en elle cette année, avec une saison individuelle incroyable, quasiment 25 points, 7 rebonds, 3,5 passes et plus de 2 interceptions par match. On est ici sur un talent générationnel qu'on a la chance de voir sous nos yeux et il faut en profiter au maximum. Et je pense que le terme le plus simple pour résumer le jeu de Juju Watkins, c'est croqueuse. Mais comme a dit un jour Alex de chez Trash Talk à propos d'Allen Iverson, ouais, mais des croqueurs comme ça, j'en veux bien tous les jours dans mon équipe. Car oui, Juju Watkins n'est pas la joueuse la plus efficace en NCAA. Elle a tendance à avoir un volume de tir énorme et des pourcentages parfois très douteux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut pas que se fier aux stats quand on parle d'une joueuse, puisque si on analyse un petit peu ce qui se passe sur le terrain, Juju est souvent laissée à se débrouiller toute seule pour créer quelque chose pour son équipe. Car oui, c'est très compliqué à USC de développer quelque chose offensivement, et malgré l'arrivée cette année de Kiki Eriafen, l'attaque tourne avant tout autour de Juju Watkins, et elle est souvent obligée de tout créer par elle-même. Très forte dans le drive, elle a tout de même plus de difficultés quand elle est orientée côté gauche, mais c'est une joueuse qui a vraiment des qualités de finition incroyables, et elle oblige souvent ses adversaires à commettre beaucoup de fautes et à l'envoyer sur la ligne des lancers francs. En plus de ça, elle est tout à fait capable de mettre dedans de très loin, ce qui en fait un enfer à défendre. J'ai eu l'occasion de la voir jouer en début d'année à Paris lorsque son équipe est venue, et lorsqu'elle est lancée, elle dégage vraiment une impression de facilité, et elle va encore une fois être une joueuse à surveiller durant la March Madness. Et on l'a déjà vu l'an dernier avec un très beau duel contre Paige Bakers, mais c'est une joueuse capable de cartons et de très grosses performances pour mener son équipe le plus loin possible. Et je vous dis depuis le début de la vidéo que je ne vois pas telle ou telle équipe aller jusqu'au titre, mais malgré tout, ça reste une March Madness qui est extrêmement ouverte, et même si USC semble être un cran en dessous de certains autres concurrents pour le titre, on n'est pas à l'abri d'une belle surprise pour elle et d'une accession au dernier carré. Une chose est sûre, si USC veut aller loin dans ce tournoi, il faudra une excellente Juju Watkins, efficace offensivement et qui fait toujours les efforts défensifs, sachant que Juju est une excellente défenseuse. Avec son envergure et sa rapidité d'appui, elle est capable d'intercepter et de contrer beaucoup de ballons pour courir en transition, ce qui est d'ailleurs son domaine de prédilection. Et c'est donc pour tout ça que j'ai choisi de la mettre en troisième place du podium. On continue avec la deuxième place sur le podium et on file du côté de Notre-Dame puisque c'est Anna Hidalgo qui brille la deuxième place. C'est la deuxième sophomore de ce top 10, juste après Juju, et elle aussi nous a offert une saison absolument incroyable
avec 24 points, 5 rebonds, quasiment 4 passes et 4 interceptions. Elle a permis à Notre-Dame de battre UConn et USC durant la saison régulière et est vraiment l'âme de cette équipe de Notre-Dame. Et pour celles et ceux qui ne suivent que très peu le basket universitaire, Anna Hidalgo est beaucoup moins médiatisée que Juju Watkins, mais pourtant, elle a un talent tout aussi grand malgré sa très petite taille. Car oui, Anna Hidalgo est une meneuse de poche, listée à environ 1,68 m, et je pense qu'il compte les cheveux dans tout ça, c'est vraiment un petit gabarit à ce niveau-là, et pourtant, elle nous gratifie chaque semaine de performances hors du commun. Très vite, c'est elle qui s'est imposée comme la leaduse de cette équipe de Notre-Dame devant Olivia Miles et a même augmenté sa production statistique par rapport à l'an dernier, alors qu'Olivia n'était pas là à cause d'une blessure. Incroyablement rapide, elle est capable de se déplacer très vite sur le terrain, ce qui en fait une excellente driveuse, mais attention à ne pas être trop loin d'elle défensivement car elle est également capable de shooter à 3 points, et aussi talentueuse soit-elle en attaque, ce n'est pas sa qualité première, puisque défensivement, c'est un pitbull, toujours la première à monter tout terrain, mettre la pression sur les meneuses adverses ou à se jeter sur des ballons au sol. Elle profite d'un centre de gravité très très bas pour être très vive sur les appuis et intercepter beaucoup de ballons. C'est vraiment un véritable cauchemar pour les équipes adverses. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'elle adore ça, puisque c'est une joueuse qui vit pour les moments chauds et pour les matchs importants. C'est une joueuse qu'il faudra évidemment surveiller durant la March Madness, puisque l'entièreté de l'attaque de Notre-Dame tourne autour d'elle. C'est souvent elle qui crée les décalages sur jeu placé, mais c'est aussi elle qui est l'instigatrice du jeu de transition létal de l'équipe de Notre-Dame. Et sans de très belles performances de sa part durant le tournoi, on voit mal comment Notre-Dame pourrait prétendre au titre final, et ça va surtout être très intéressant de voir comment elle va gérer avec Olivia Miles les matchs importants. Une chose est sûre, la pile électrique des Irish va devoir s'employer pour amener son équipe jusqu'au titre, mais ne vous inquiétez pas, elle a le talent pour, même si la joueuse qui sera classée numéro 1 pourrait l'en empêcher. Et à la première place de ce top 10, vous vous en doutez désormais, c'est bel et bien Paige Bakers, la joueuse de UConn, qui nous sort une saison incroyable au niveau de l'efficacité, avec 19 points, quasiment 5 rebonds et 5 passes de moyenne, à plus de 53% au tir. On parlait tout à l'heure de joueuses générationnelles avec Juju Watkins, Paige Bakers en fait partie, c'est pour moi la meilleure joueuse sur le circuit universitaire à l'heure actuelle, et elle mérite amplement sa première place de ce classement. Après une carrière universitaire minée par des blessures assez graves, notamment au genou, c'est sa dernière chance de remporter le titre universitaire avec UConn, puisqu'elle est annoncée comme le premier choix de la draft WNBA dans un mois. Et pour celles et ceux qui vivent dans une grotte et qui ne connaissent toujours pas Paige Bakers, c'est une joueuse létale, capable de tout faire sur un terrain. Elle est incroyablement efficace. Si vous lui laissez trop d'espace, elle vous punira à 3 points. Si vous passez dessous sur les pics, elle punira à mi-distance. C'est d'ailleurs son tir préféré, mais ne vous faites pas endormir car si vous venez aider, elle sera capable de trouver les coéquipières démarquées. Elle est aussi capable de jouer au poste bas de par sa taille et son envergure et a des qualités de finition absolument incroyables près du cercle. Vraiment, Paige Bucker, c'est l'arme ultime dans une équipe de basket et je pense que tous les coachs rêveraient d'avoir une joueuse comme elle dans son effectif. Mais au-delà de ça, Paige, c'est une joueuse extrêmement intelligente qui se met au service du collectif. Pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas suivi la March Madness l'année dernière, elle a joué à absolument tous les postes à cause des blessures à UConn. Oui, oui, elle a joué du poste 1 à 5 sans aucun problème et a réussi à emmener UConn jusqu'au Final Four avec 7 joueuses valides dans l'effectif. Capable de se mettre en retrait quand la physionomie du match le demande, elle est surtout capable de take over totalement un match et de prouver à tout le monde que c'est bien elle la meilleure joueuse sur le parquet. Alors oui, si vous ne regardez que les stats, sa moyenne de points est inférieure à certaines joueuses, dont Juju Watkins ou Anna Hidalgo, mais si Yukon est en galère offensivement sur un match et a fortement besoin de scoring, ne vous inquiétez pas, Paige Buckers va planter sa trentaine en shootant à 65% et en ne perdant qu'un seul ballon sur le match. Et j'en ai parlé plus tôt dans la vidéo, mais c'est sa dernière chance pour gagner le titre universitaire et une compétitrice comme elle ne laissera pas passer cette occasion et on peut s'attendre à une très grande performance lors de la March Madness de sa part pour enfin toucher le Graal. Je pourrais rester là et vous parler pendant des heures de Paige, tant son talent et son intelligence de joueur en font une joueuse absolument incroyable, mais on va s'arrêter là, et c'est donc naturellement que c'est Paige à la première place de ce top 10 des joueuses à suivre durant la March Madness. Et avant de se quitter, je tenais quand même à vous donner deux trois mentions honorables, puisque vous l'aurez remarqué, il y a des équipes dont on n'a pas du tout parlé. Je pense notamment à Texas, qui est une équipe que je ne vous conseille pas de regarder, puisqu'offensivement c'est très très dur à regarder. Mais si vous tombez devant un match, n'hésitez pas à regarder un petit peu ce que font Madison Booker et Rory Harmon.
De même, si vous tombez sur Michigan, restez et regardez Silas Ward, qui a gratté très très fort à la porte de Stop 10. Et enfin, évidemment, n'hésitez pas à regarder toutes les joueuses pressenties pour être draftées le mois prochain. Je pense notamment à Sonia Citron de Notre-Dame, Kiki Ariafen dont j'ai parlé à USC, Anissa Moreau à LSU, ou encore Georgia Amour à Kentucky. Ça vous donnera une petite idée des joueuses qui vont atterrir dans la Grande Ligue le mois prochain. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo. Le but n'était pas forcément de rentrer dans les détails pour chacune de ces joueuses, mais surtout de vous les présenter pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément les championnats universitaires. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que le concept vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire en commentaire si ça vous a plu et quelles joueuses vous attendez surtout de voir jouer pendant la March Madness. On se retrouve dimanche prochain et peace out.